Tu es freelance ou que tu veux le devenir, tu t'es forcément déjà posé cette question, comment trouver des clients? Je sais pas par où commencer, comment les contacter, quel message leur envoyer. Le but de cette vidéo est donc de répondre à ces questions-là, mais à beaucoup d'autres. J'ai fait un sondage sur LinkedIn où je vous ai demandé quelles sont les questions que vous vous posez quand vous êtes dans cette phase de recherche de clients. J'ai aggloméré tout ça et je vais essayer de répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Des questions qui sont assez larges, donc je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus clair en essayant de vous apporter un maximum de valeur. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je suis Pierre-Olivier Colliou, je suis ingénieur de formation, j'ai été développeur, puis j'ai fait du e-commerce, j'ai été ingénieur d'affaires ou business manager, donc en gros j'ai vendu de la prestation intellectuelle et j'accompagne aujourd'hui des freelances pour les aider à savoir comment trouver des clients. Je sais pas exactement combien de temps va durer la vidéo parce qu'il y a énormément de questions. J'ai gardé les questions les plus croustillantes et même des questions inattendues pour la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Et j'attaque directement la question que j'ai eue régulièrement et que pour le sondage j'ai eu beaucoup de fois. Je débute en freelance. Comment définir mon TJM sans me planter? Alors, sans te planter, je vais peut-être pas le garder, mais premier point, si tu es débutant, pas d'expérience, j'ai rarement vu des TJM en dessous de 400 € chez des clients finaux. Ça n'existe quasiment jamais. Si tu es dans la tech, je parle d'exemple, la plupart de mon audience sont des ingénieurs dans l'informatique, avec des bacs plus 5, il y a peu de TJM en France, il y a peu de TJM en dessous de 400 €. Si tu passes par des intermédiaires comme des sociétés de conseil ou des boîtes de portage, des choses comme ça, il se peut que tu aies un TJM en dessous de ça. Donc déjà, part de ce principe-là. Après, il y a un point qui est hyper important pour définir ton TJM, c'est la valeur perçue. Parfois, augmenter un petit peu son TJM puis le négocier permet d'être perçu comme quelqu'un qui a plus d'expertise que si tu arrives en disant bah, je suis à 250 où on peut se demander mais pourquoi t'es si peu cher quoi. Donc ça c'est un point qui est important. Ce que je te conseille de faire, tu peux aller faire une analyse de marché sur Freework par exemple où il y a des TJM ou alors tu peux aussi demander à des pairs, demander à des gens qui font la même chose que toi de savoir à quel TJM ils se vendent ou tu peux utiliser des ingénieurs d'affaires en leur demandant, ben, selon vous, quel TJM est-ce que vous me donneriez si tu penses que tu ne feras pas de business avec ces ingénieurs-là, parce qu'à nouveau, tu dégrades ta valeur perçue si tu poses cette question à un ingénieur d'affaires. Et prends en compte qu'il va forcément te dire un TJM un petit peu plus bas parce qu'il veut pouvoir augmenter sa marge par rapport à ce qu'il a à faire. Donc, déjà, commence par ça, va voir sur Freework, fais un calcul aussi par rapport à ce qu'on te propose en CDI. Tu peux très bien le faire, ce calcul transformation, que ça coûte à peu près la même chose à l'entreprise, et tu augmentes un petit peu parce que c'est plus cher de prendre un freelance que un salarié. Donc, c'est un sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, mais voilà, en gros, comment je peux répondre rapidement à cette question. Ensuite, comment augmenter son TJM? Pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Il y a deux façon de le faire, soit en négociant avec ton entreprise dans laquelle tu es actuellement, soit mais justement en allant chercher une autre mission. Donc ça, c'est les deux grosses possibilités. L'avantage que tu as si tu vas chercher une autre mission, c'est que comme tu es dans une situation qui est pérenne, oui, ton TGM est un peu bas par rapport à ce que tu voudrais, mais en soi, tu n'es pas à la rue, tu peux très bien, bon voilà, aujourd'hui tu te vends à 450 dans une entreprise, tu continues de prospecter, sauf que tu dis que tu es à 500, 550 et tu vois ce que ça donne. Ça, c'est une très bonne façon d'améliorer ton TJM. Maintenant, la deuxième, c'est du coup de négocier tout simplement avec ton employeur. Là, il faut se poser la question, est-ce que tu es prêt à perdre la mission ou pas? Parce que si tu es prêt à perdre la mission, tu peux y aller complètement au bluff en disant en fait les gars, j'ai une autre offre à 550, soit vous alignez, soit je m'en vais. Voilà, pour voir si tu es prêt à perdre cette mission ou pas, sachant que de garder ta prospection, de savoir comment trouver des clients et d'être sûr de ta capacité à retrouver un client, ça va être un énorme atout pour ta négociation. En gros, tu es à 450, tu as une autre proposition d'une autre mission qui pourrait te plaire à 450, voire même un petit peu mieux, bon ben forcément, tu vas être beaucoup plus enclin à pouvoir négocier parce que tu sais qu'au pire, bon ben t'as quand même quelque chose de retour. Si t'as rien d'autre, t'es peut-être pas prêt à perdre ta mission, donc dans ce cas-là, augmente peut-être petit à petit. À nouveau, la question n'est pas précisée si c'était via une ESN ou via un client final. Il y a peut-être des approches qui vont être un peu différentes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le en commentaire de la vidéo. Je veux passer de 350 à 450. Qu'est-ce que je dois changer? Je vais peut-être pas répondre à cette question parce qu'en fait elle est un peu redondante avec la précédente. J'ai mal fait mon objectif de supprimer certaines questions qui étaient en doublon. Comment négocier un TGM sans paraître arrogant ou rigide?
Ça, c'est de la transparence et de la communication. C'est hyper important. Il n'y a pas d'arrogance quand on veut augmenter son TGM, s'il n'a pas été augmenté depuis un certain temps. À nouveau, tu peux être sûr de toi et dire, bon, en fait, j'ai eu telle offre, ça peut paraître arrogant, mais si tu mets de la transparence dedans et juste de la réalité, il n'y a pas d'arrogance dans le fait de demander une évolution salariale, quoi. Enfin, c'est juste normal. Est-ce que c'est grave d'avoir un TJM inférieur à la moyenne? Alors, j'ai eu aussi du coup la question, la même personne m'avait posé, inférieur ou supérieur. Non, c'est pas grave, on s'en fiche. Il y en a qui commencent à 300 pour être plus bas que la moyenne et pour avoir plus d'opportunités. À nouveau, valeur perçue, tu peux la diminuer un petit peu. J'ai rencontré une personne qui était à l'étranger, dans un pays dans lequel il y avait très peu d'imposition. Ben ouais, c'était intéressant pour lui, il pouvait se mettre moins cher. Moi, je lui ai conseillé de se mettre au même prix qu'un Français habitant en France, puisque ben, du coup, il gagnera juste mieux sa vie. Euh, mais comme il avait la question du remote, bon, ben voilà, il y a un petit débat là-dessus, mais donc du coup, c'est pas grave, il faut donner un TGM qui t'intéresse à toi aussi. Quelles erreurs à éviter quand on fixe son TGM? Demander à ChatGPT. Ça, j'ai eu le cas, il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a pas longtemps. Je lui ai dit, bah, t'aimerais avoir quoi comme TJM? Il me dit, bah, je sais pas, 400. Je dis, ok, comment tu l'as calculé? Il m'a dit, bah, j'ai demandé à ChatGPT. Bon, voilà. Bah, au final, il se trouve que il s'est pas trop trompé, mais il savait pas du tout le justifier. Ça, c'est important de, justement, quand il y a un recruteur qui va dire, ok, et pourquoi vous êtes à 400? Enfin, vous l'avez fixé comment ce tarif-là? Ben, j'ai demandé à ChatGPT. Non, là, c'est un peu arrogant. Je reviens sur la question d'avant. Donc, non. Évite de demander à ChatGPT, ou en tout cas, ça va pas te donner d'argumentaire. Donc en fait, juste fais ton analyse de marché, fais ton analyse de terrain, prospecte, donne différents TGM, et comme ça, le jour où on te demandera ben, comment tu as fixé ça, ben, tu le diras tout simplement que tu as fait cette analyse terrain là. C'est quoi la différence entre prospecter en régie ou au forfait? Alors là, c'est clairement des définitions, hein. La régie, ce qu'on appelle communément régie, alors pareil, il y a plusieurs mots en fonction des entreprises, en fonction des modes de fonctionnement. Régie, c'est de l'engagement de moyens, c'est tu vends ton temps, et forfait, c'est tu vends un résultat. C'est la grosse différence. Un exemple très clair, c'est ben, soit tu as envie de développer un site, tu me payes, je travaille pour toi, tu me dis quoi faire, tous les jours je travaille jusqu'à ce qu'à un moment on ait un site, ou alors je te vends un site clé en main où je te dis, bon ben voilà, à telle date, j'aurai fini le site. Le premier, c'est régie, engagement de moyens. Le deuxième, c'est de l'engagement de résultat. Il y a d'autres façons de faire les choses. Pour moi, le meilleur moyen de faire rentrer du cash quand tu débutes en freelance, ça va être de vendre de la régie. Parce que tu vends ton temps à des entreprises qui sont en général plus grandes. Par contre, si tu veux faire un forfait pour genre faire un site web pour le boulanger du coin, en effet, il va pas payer 400 € au jour pour avoir un développeur, il ne saurait même pas comment le gérer. Donc lui, tu vas lui vendre du site internet. C'est deux approches qui sont différentes, pardon, et c'est forcément des prospections qui sont très différentes. Comment relancer un prospect sans paraître relou? Ça, j'ai cette question qui revient très régulièrement. Pour moi, à partir du moment où tu vends quelque chose, tu n'es pas relou. Tu fais juste ton taf. Donc en fait, positionne-toi où si tu avais un commercial qui vendait tes services, j'ai parlé du site internet tout à l'heure, bah, tu as un commercial qui appelle des gens en disant bonjour, vous avez besoin d'un site internet. En fait, oui, ça peut paraître relou pour le boulanger qui en fait n'a pas que ça à faire et qui se dit ah ben non, j'ai pas besoin d'un site internet. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Genre, moi c'est ça que je me demande. Enfin, qu'est-ce que le boulanger il t'aura oublié 5 minutes plus tard, en gros. Donc tu peux paraître relou sur l'instant T, mais tu es là pour vendre quelque chose. Là où souvent on a un gros frein, c'est quand on le fait avec des personnes qu'on connaît. Par exemple, tu vas appeler ton ancien manager ou ton voisin ou lui dire ah ben voilà, je cherche, je veux pas paraître relou. Mais en fait, l'humain, il est là pour t'aider aussi. Enfin, genre, les gens, ils ont du mal à dire non si tu te demandes de l'aide. Donc, ça peut être intéressant de ramener l'objectif sur quelqu'un d'autre. Est-ce que tu pourrais m'aider dans ma recherche d'emploi? Oui, en soi, il peut t'aider, et au moins tu lui mets pas la responsabilité à lui de te trouver un emploi, mais juste de te donner un coup de main. Donc, comment relancer sans paraître relou? En fait, tu vas paraître relou, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu vas paraître relou à une échelle que on s'en fiche. Donc, juste relance en disant, hey, j'ai pas eu de nouvelles de votre part. Enfin, comment tu relancerais quelqu'un, un pote à toi, qui t'a pas répondu pour aller boire une bière, en fait? Oui, tu peux paraître relou de le relancer parce que tu veux aller boire une bière, mais c'est juste que tu veux aller boire la bière, donc tu dois le relancer. C'est tout bête. Euh,
J'ai peur de relancer, mais comment faire? Bon, c'est la même question. C'est quoi une bonne cadence de relance avant l'atteinte de l'objectif? Si tu relances ton pote quand t'es au VNB et que la bière c'est dans 5 minutes, ben, t'as des chances qu'il ne vienne jamais, quoi. Donc relance-le quelques jours avant, relance-le quelques semaines avant, lui dire hey, t'as pas oublié, on a tel rendez-vous à telle date, c'est ok. Donc la bonne cadence de relance, c'est la cadence à laquelle il t'a oublié entre-temps. Ça, c'est un exemple que j'ai eu avec, par exemple, des ingénieurs d'affaires dans des sociétés de conseil. C'est quand les relancer, eux, c'est leur métier de faire du recrutement, c'est leur métier de faire du commerce, donc tu peux les relancer, pas tous les jours, ça sert à rien, mais toutes les semaines, juste pour qu'ils repensent à toi. Ça, c'est hyper important. J'ai envoyé un message LinkedIn, mais j'ai pas de réponse. Je fais quoi maintenant? Du coup, relancer, c'est ce que j'ai dit juste avant. Un truc que tu peux faire, c'est aller liker ses posts, genre créer de l'interaction, que la personne se sente un peu, pas redevable, mais se dise, ah, il fait un effort, enfin, il like mes trucs, il suit mon contenu, bon, ben, je vais répondre à son message. Et après, si c'est un recruteur, par exemple, imaginons qu'il n'a pas répondu à tes messages, et là, il poste une nouvelle offre qui pourrait à peu près correspondre. Là, va commenter son post en disant, je t'ai envoyé un message, j'attends ta réponse. Comme publiquement, tu lui as dit qu'il devait te répondre, il va forcément te répondre parce que il pourrait se faire bâcher publiquement en disant mec, tu mets des annonces mais tu réponds pas aux messages, tu fous quoi? Donc forcément, si tu vas commenter publiquement, il y a des chances qu'ils te répondent en privé derrière. Je veux contacter un CTO en direct. Qu'est-ce que je lui dis comme premier message? Alors, ça, j'ai fait une liste de messages à copier-coller dans ma formation. J'ai une IA qui est. Il y a plus de 300 utilisateurs qui est entraînée pour faire de la prospection, pour écrire des premiers messages. Mon IA qui est super entraînée, qui a plein d'utilisateurs, elle va m'envoyer des messages de premiers messages de prospection. J'aurai forcément quelque chose à redire. Il n'y a pas de message parfait. Envoie un message, ce sera déjà un bon début. Une stratégie qui peut être bonne, c'est t'envoies une demande d'ajout sans message, t'as un premier oui, t'envoies un deuxième message sur lequel la réponse va être oui. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos de ça. Le fait d'avoir des oui, ça crée une conversation qui est positive, dans laquelle il y a des réponses positives. Donc après, quand tu vas lui demander, par exemple, un rendez-vous, tu auras plus de chances qu'il te réponde oui à nouveau. C'est un biais cognitif. Je sais pas si ça se dit cognitif d'ailleurs, mais bon, c'est un biais humain, quoi. Donc du coup, un premier message, ça pourrait être tout simplement bonjour David, est-ce que tu travailles toujours chez la société dans laquelle il travaille? Je te demande ça parce que je suis actuellement en recherche d'emploi, je suis développeur 8 index, tu lui mets un petit résumé de quitter, et puis voilà. Surtout, ne signe pas à la fin, puisque le message il y a ton nom dessus, donc arrête d'envoyer ton nom et ton prénom à la fin, c'est pas un email. Tu peux rajouter à la limite ton numéro de téléphone parce que c'est une information qui est peut-être pas sur ton LinkedIn ou ton Calendly si tu veux lui donner ces infos-là, mais ne fais pas une signature cordialement. Enfin voilà. Le but de LinkedIn, c'est que c'est une messagerie interne, c'est du DM, c'est pas de faire un email. Donc tu peux être un peu moins pro comme ça, cordialement, machin. Est-ce qu'un message vocal peut fonctionner dans une approche à froid? Alors, ça va dépendre. Les gens qui sont très corporate dans des grosses entreprises vont pas du tout apprécier ce genre de choses, mais à nouveau, c'est de l'humain. Par exemple, tu peux tomber sur un mec qui est directeur ultra corporate en costard cravate, mais qui en fait euh, a l'habitude de chatter avec des vocaux et du coup, ça va très bien passer avec lui. Peut-être pas sur une approche à froid. Un truc qui peut marcher, c'est sur une relance, justement, où en gros, tu casses un peu le schéma. Je sais plus comment ça s'appelle, le terme anglais qu'ils utilisent, là, je sais pas quoi, pattern. Où en gros, tu casses le schéma standard. C'est comme envoyer un GIF ou GIF, le débat en commentaire. Envoyer un GIF avec une image d'un truc de relance. Oui, en effet, ça peut marcher. Utilise-le en dernier. Genre, en gros, t'as envoyé 3 messages, le mec te répond jamais. Bon, bah, tu tentes un vocal, tu tentes un GIF, et puis voilà. Je crois que j'ai 50 questions. Je sais pas combien de temps on en est d'enregistrement, ça va être déjà presque un quart d'heure, je crois. Donc, je vais commencer. Bon, je vais essayer d'accélérer. Quand faut-il viser une ESN et quand faut-il viser un client final? Un des leviers, si tu te lances en freelance, que tu sais pas comment trouver un client du tout, utilise une ESN. Passe par un ingénieur d'affaires.
Le mec va faire le taf à ta place. Tu vas avoir un effet de levier qui va être énorme. En gros, un ingénieur d'affaires a 20 consultants, il en a quelques-uns qui sont chez les mêmes clients, mais potentiellement il a genre 10-15 clients. Plus, comme son but c'est de faire de la croissance, il va avoir 30-40 prospects. Donc un ingénieur d'affaires, c'est potentiellement 40 prospects. Si tu vois 10 ingénieurs d'affaires, tu peux avoir accès à 400 prospects. J'exagère parce que souvent ils ont les mêmes. Si c'est dans une petite ville notamment, bon à Paris c'est peut-être différent, mais tu vas avoir 10 ingénieurs d'affaires, tu vas avoir peut-être 200 prospects. Tu vas avoir une liste qui va être énorme. Donc tu as un effet de levier, il peut y avoir 200 personnes qui voient ton CV en n'ayant rencontré que 10 personnes. Donc évidemment que tu dois passer par ça. Sache qu'ils vont se prendre 20 points. En gros, tu peux être sûr, alors il y en a ils vont prendre que 15, il y en a ils vont prendre 25, tu peux être sûr de lâcher 100 euros par jour, 2000 euros par mois. Mais c'est ok si c'est ta première mission, ça va être un effet de levier, c'est beaucoup plus facile de prospecter des ingénieurs d'affaires qui sont sur LinkedIn, qui sont habitués à ça, qui ont aussi d'ailleurs des KPI de recrutement, donc bah, ils seront très contents de faire un entretien de plus s'ils n'ont pas tenu leur KPI, donc va prospecter des ingénieurs d'affaires. Tu peux aussi t'en servir de ces entretiens-là et pour t'entraîner, et pour avoir des données marché, et pour juste faire du réseau, parce que ces ingénieurs d'affaires, il y a un turnover sur le métier d'ingénieur d'affaires qui est assez élevé. Demain, ils seront peut-être dans une autre société de conseil ou chez un client à faire du recrutement. Donc rencontre-le, fais une bonne impression, qu'ils se souviennent de toi, là pour les prochains jours, prochains mois, pour s'il y a une mission, ben, qu'ils puissent te la donner, ou voire même qu'ils se souviennent de toi sur les prochaines années, pour quand il devra recruter dans sa prochaine boîte. Donc si tu débutes et que tu sais pas comment trouver un client et que tu es un peu dans l'urgence, passe par une ESN, ce sera le plus pratique, le plus rapide. Et donc quand viser un client final, ben, quand t'es pas forcément dans le rush, quand tu as le temps de prospecter, quand tu veux augmenter ton TGM, enfin toutes les autres raisons quoi, par défaut, par rapport à ce que je viens de dire avant. Quelles sont les personnes à contacter? Ça pareil, je pourrais faire une vidéo entière sur ce sujet parce que ça va dépendre des métiers, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre du jargon de l'entreprise, en anglais, en français, machin. Il va y avoir plein de trucs. Une des choses, si tu veux être efficace, c'est ce que je mets en place, par exemple, si tu fais de l'automatisation pour ajouter automatiquement des gens sur LinkedIn, tu mets le mot manager. Ça veut tout et rien dire, c'est un mot fourre-tout, mais c'est des gens qui vont avoir soit dans leur réseau des décisionnaires, soit être décisionnaires. Donc en fait, tu cibles une entreprise, cliché, entreprise pour laquelle j'ai eu travaillé en projet en tant que dev, tu es à Toulouse, tu veux bosser pour Airbus. Il va y avoir 1 million de personnes que tu pourrais contacter. Tu lances un truc automatique qui va ajouter tous les managers de Airbus. Tu peux être project manager, tu peux être manager, ça va être, tu peux avoir DRH, tu peux avoir de tout en fait comme résultat, mais si tu fais du volume et qu'après ils te disent ah mais non mais moi je recrute pas, bon ouais, est-ce que tu peux me renvoyer vers la bonne personne? En gros, si tu fais ça, tu baisses un peu ta qualité, mais tu vas avoir des bons résultats. Donc le mot valise manager, ça peut très bien fonctionner. Après, tous les C-level, dans des plus petites boîtes type startup, tous les C-level, ça va être très bien. Si t'es dans la data, CDO, si t'es dans la tech, CTO, si c'est une plus petite boîte, CEO, ça marche aussi, enfin, peu importe. Mais en gros, tous les C-level. Et après, les tech leads, en tant que dev, ça peut être bien d'avoir une approche avec quelqu'un de très technique plutôt que d'attaquer un RH ou d'attaquer un chef de projet avec qui vous n'avez pas forcément le même jargon. D'attaquer un tech lead, ça peut être aussi une bonne idée. Comment repérer les boîtes qui recrutent des freelances mais qui ne publient pas d'offres? Ça, c'est un peu pour avoir des trucs off-market. Je reprends l'exemple, Airbus. Est-ce que Airbus prend des freelances? Tu vas sur LinkedIn, tu cliques sur la société Airbus. En haut à droite, tu vas avoir tous les salariés d'Airbus, ou en tout cas les gens qui ont mis dans leurs expériences Airbus. Et là, tu tapes freelance. Tu vas voir le nombre de résultats. Oui, il y a toujours, dans des boîtes où il y a beaucoup de salariés, tu vas toujours avoir des gens qui étaient freelance avant, ou qui ont mis freelance pour rien, ou tu tapes freelance. Si sur 100 000 salariés, il y en a 100, tu peux te dire que c'est une boîte qui ne prendra jamais de freelance. Si sur 100 000 salariés, il y en a, t'as 10 000 résultats, tu peux être sûr que tu peux postuler, enfin, tu peux aller les chercher en freelance, tu auras des opportunités. Après, il y en a plein, par exemple, qui vont passer par Capgemini pour Airbus en étant freelance, et du coup, ils vont apparaître en freelance alors que c'est pas Airbus qui les a pris en direct. Et d'ailleurs, je pense que si tu voulais bosser pour Airbus en direct, ça serait très compliqué. Une grosse boîte, ils vont avoir des référencements, ils vont avoir des acheteurs qui vont pas s'amuser à référencer tous les pimpins freelance qu'ils ont. Ils doivent avoir des dizaines de milliers de cas, donc voilà. Ils peuvent passer par Malte, ils peuvent passer par des porteurs d'affaires. Donc, tu vas devoir forcément avoir un intermédiaire. À nouveau, tu peux très bien les
prospecter en direct, avoir un manager qui dit « Ah ben moi, je veux ce gars-là, je veux Pierre-Olivier qui bosse dans mon équipe », et après tu dis « Bon ben, je vais faire mon marché, je vais aller voir Atos, je vais aller voir Capgemini, je vais aller voir Malte, et je vais leur dire « Bon ben voilà, moi j'ai un client chez Airbus qui me prend à tel TGM, quelle est votre marge ?» Forcément, si c'est toi qui apportes le business, ils vont diminuer leur marge. Est-ce qu'il y a des secteurs plus ouverts aux freelance que d'autres? Franchement, il faudrait que je fasse une vraie analyse. Alors, je sais pas si la question elle parlait de secteur d'activité genre défense, énergie ou bancaire, ou si elle parlait de la tech, du BTP et je me souviens plus du profil de la personne qui a posé cette question-là. Non, pour moi, il n'y a pas de règle. J'ai vu des freelances partout, donc là, je parle uniquement de mon expérience. J'ai pas une analyse de marché détaillée là-dessus. Je me le note que ça pourrait être intéressant de faire cette analyse-là. Quels sont les red flags à repérer en entretien avec un client? Alors, le truc de base que je verrai, c'est en gros un cahier des charges qui est pas clair. Ça, c'est directement la mission bancale. C'est tous les gens qui veulent te payer au résultat, mais qui n'ont pas la capacité de te donner un cahier des charges précis. Surtout, aller sur de l'engagement moyen. Et après, ça va être des trucs peuvent être un petit peu plus contractuels. Un red flag que, enfin, à nouveau, je vais être un peu clivant peut-être en disant ça, mais les coding games pour les développeurs. Genre en gros, ça marche aussi pour d'autres métiers, mais c'est de te faire des faux tests, des simulations, des trucs comme ça, où on sait très bien qu'on a une personne qui est dans une situation qui n'est pas normale. Donc, privilégie des gens qui vont avoir une communication, de lui dire, bon ben montre-moi ton code en fait, et on va regarder ensemble, on va faire du pair programming, plutôt que de faire un coding game qui n'a aucune valeur, qui va faire un bachotage débile, ou en vrai, moi j'ai entraîné des gens à faire des coding games, ils amélioraient leurs résultats. Donc c'est vraiment nul. Mais sinon, ouais, je pense que le cahier des charges, c'est le truc le plus important. Comment savoir si un client va être toxique avant même de commencer la mission? Alors, on a un truc, tous les humains, qui est plus ou moins travaillé chez d'autres personnes, et parce qu'on s'en sert plus ou moins, recette miracle, magique, l'intuition. En gros, écoute ton intuition. Oui, tu fais un métier où, si tu es dans la tech, tu vas pas être tout le temps en communication avec ton manager, mais si tu as un doute sur un manager, sur un mec, sur un comportement, sur un truc, écoute-toi. Ça, pour moi, c'est le meilleur truc. Suis ton intuition pour savoir si cette personne-là va être toxique ou pas. Et à nouveau, le manager toxique, tu sais, qui est très fier de lui quand il te dit que ça respecte les délais, que bon, voilà. Mais après, j'ai aussi eu des personnes qui étaient très militaires, qui avaient besoin d'avoir beaucoup de règles, et ça leur allait très bien de travailler avec ces gens-là, et ils les voyaient pas comme toxiques. Donc bon, voilà. Et après, le côté toxique, où j'ai déjà vu ça aussi en entretien, les blagues, attention aux blagues en entretien, hein. Blagues macho, blagues de cul, blagues, ça c'est des gros red flags sur le fait que le client peut être toxique. Pareil, je rentre pas dans le détail là-dessus. Quelle est la pire erreur que tu aies vue chez un client? Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Genre, dans le sens, pire erreur de matching sur une mission, ou dans le sens, j'ai plus l'historique parce que du coup j'ai sorti les questions, je me suis fait un tableau, mais je sais pas exactement quel était le contexte de cette question-là. Euh, les pires erreurs que j'ai pu voir, c'est en gros de démarrer sur une mission où justement, en fait on n'avait pas bien défini, et en gros, il y a eu un énorme écart entre ce qui avait été présenté en entretien, parce que c'était très flou, et la réalité qu'il y a eu sur le terrain. Mais bon, ça, c'est pas grave, tu démarres une mission, mais tu vois qu'il y a un mismatch, ou que, en tout cas, ce qui avait été présenté n'est pas du tout la réalité. Tu peux faire modifier un peu les choses. Il faut toujours se battre un petit peu pour voir pourquoi est-ce qu'il y a cet écart-là. Mais non, mais du coup, il faudrait que j'ai le contexte de la question pour répondre mieux. Je trouve une mission, puis je galère à en retrouver une autre. Pourquoi? Alors, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de clients qui sont des gens qui sont lancés en freelance entre 2020 et 2024, où en gros il y avait un marché sur lequel il y avait beaucoup plus d'offres que de profils disponibles. Et donc les missions tombaient du ciel. Tu te mettais open to work, tu avais des dizaines de recruteurs qui te contactaient, donc tous les intermédiaires ils venaient te chercher, et si tu allais chercher un peu toi-même, tu trouvais directement des clients finaux. Là, aujourd'hui, on est été 2025, on est sur une situation qui s'est complètement inversée, où demain j'ai besoin d'un développeur, j'ai pas du tout de difficulté à en trouver un.
Et donc, faut se passer à la place des clients, ben forcément, ils utilisent leur réseau, et ils vont plus voir les gens qui vont postuler, ils mettent une annonce dev Java, ils ont 200 candidats, donc voilà. Donc pourquoi est-ce que tu en as trouvé une? Ben, peut-être parce que c'était dans cette période-là, ou parce que ben, tu avais prospecté la bonne personne au bon moment, et pourquoi tu galères à en retrouver une autre? Parce que aujourd'hui, le marché s'est tendu. Pareil, on me dit souvent que c'est difficile, c'est dangereux d'être dépendant d'un seul client quand on est en freelance. Ne sois pas dépendant d'une seule plateforme. Genre, le mec il est 100% Malte, Malte c'est de l'inbound, ça tombe, le jour où Malte il modifie un peu leur algo, il te passe à la quatrième page, t'as plus de business, t'as plus de boulot, t'es dans la bouise. Donc, attention à ça, ta seule source d'acquisition de prospects, mais si t'en as qu'une, ça peut être dangereux. Donc pourquoi tu galères à en retrouver une autre? Bon là, pareil, je vais pas faire un débat là-dessus parce qu'il peut y avoir 1000 réponses, mais en gros c'est sûrement du marché, et donc il va te falloir faire plus d'efforts, mettre plus d'énergie, donc peut-être un peu plus d'optimisation inbound, et aller faire de la prospection pour en trouver d'autres. Faut-il être soi-même ou jouer un rôle pour convaincre en entretien? Pour moi, faut être soi-même, c'est évident, mais avec une structure qui est prévue. C'est-à-dire que c'est pas jouer un rôle que d'avoir préparé ton entretien. Et donc ça, c'est hyper important. C'est oui, tu dois être toi-même et ça se verra de toute façon pendant l'échange de questions-réponses si tu as joué un rôle avant dans ta présentation et qu'ensuite tu es naturel dans ton échange de questions-réponses, ben, c'est débile. Mais du coup, oui, évidemment qu'il faut être soi-même le plus naturel possible, le plus transparent possible sur un entretien. Après, le but, c'est aussi d'un entretien de faire parler les gens. Si toi, t'es pro Linux et que le mec en face, tu sens qu'il est pas trop chaud, qu'il aime pas trop ça, évite aussi d'être trop transparent, ça n'a aucun intérêt. Donc, lui dis pas à quel point t'es pro Linux parce que du coup, il peut se dire, j'ai pas envie de bosser avec lui juste pour ça. Donc, des fois, c'est débile, mais ça peut jouer un rôle. Quelles sont les bases à avoir avant de se lancer en freelance? J'ai vu des juniors sortis d'études, bac plus 5, ingénieur, développeur Python, réussir à trouver une mission en freelance. Donc, en gros, les bases à avoir, c'est d'avoir une compétence à vendre, en fait, tout simplement. Donc, si tu es ingénieur, développeur Python, tu as déjà une compétence à vendre puisque tu as une école qui t'a formé à faire ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette compétence-là. Et donc, tu peux vendre cette compétence. Il faut juste réussir à trouver le client qui a besoin de ça à ce prix-là. Après, est-ce qu'il y a des bases, du coup, sur du juridique? En vrai, lancer une auto-entreprise en France, c'est vraiment ultra simple. Est-ce qu'il y a des bases sur du commerce? C'est là où, pour moi, est le nerf de la guerre, puisque ta compétence, tu l'as, elle est validée. Maintenant, il faut que tu ailles chercher un marché. Le mieux dans ce cas-là, c'est peut-être d'aller chercher un marché de niche, où en vrai, même des experts, il n'y en a pas énormément, et te dire, bon ben voilà, je suis pas juste développeur Python, et là tu peux te baser sur une passion, sur un sujet bien précis, sur une niche, où en gros tu vas réussir à sortir du lot, même face à un mec qui a un peu d'expérience, parce que tu connais bien ce secteur-là. Genre t'es fan de Python, mais ben en vrai, t'es sur de la blockchain, tu kiffes ces trucs-là, bon ben voilà, tu peux aller chercher ce genre d'opportunité. Même si, bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont formés à la blockchain, vraiment, qui ont des expériences là-dessus, mais bon, bref. Euh, donc ouais, après, le nerf de la guerre, du coup, c'est sur la base commerciale, c'est de savoir te vendre euh, toute l'optimisation, toute la prospection, tout le marketing, parce que c'est presque du marketing, c'est là que ça va se jouer. Je suis freelance, mais je suis débordé. Par quoi je commence pour m'organiser? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à ça. Ça dépend si c'est par rapport à ta mission, si c'est par rapport à ta prospection, si c'est par rapport à ton administratif, genre. Euh, Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'utilise un LLM qui fonctionne très très bien avec une to-do list et enfin, un outil de gestion de projet, quoi. Donc, regarde sur le marché les outils de gestion de projet qui s'adaptent le mieux par rapport à ton sujet, quoi. Et voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail, c'est pas un sujet de prédilection. Je veux me lancer, mais j'ai peur de l'instabilité. Comment gérer ça? Déjà, il y a une chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disent ça qui sont en ESN. Donc ça me fait bien rire parce qu'en vrai, quand tu es un intercontrat dans une ESN, tu n'évolues pas, tu ne te formes pas, tu fais rien. Euh, Si on te propose pas de te mettre en arrêt maladie ou qu'on te propose pas une rupture conventionnelle, en vrai, tu es dans une réelle instabilité. Donc voilà. Si t'es dans une boîte qui va pas très bien, tu peux avoir un licenciement économique. Enfin,
l'instabilité dans notre marché actuel, elle existe un peu partout. Par contre, pour un freelance, oui, ça peut aller plus vite. Tu peux perdre ton projet parce que bah, ça se passe pas bien avec le client, etc., etc. Tu peux pas forcément de chômage. Mais par contre, pour moi, l'instabilité, elle vient dans ta capacité à retrouver un client. Tu quittes ton CDI, tu as 3 mois de préavis, tu dois trouver un client. Normalement, en 3 mois, c'est largement faisable. Ce que tu peux faire aussi, c'est bah déjà avoir du chômage, demander une rupture conventionnelle, mais imaginons que tu ne l'aies pas, comment est-ce que tu fais pour gérer justement l'instabilité qui va être à venir? C'est en commençant, en anticipant au maximum ta prospection. Tu peux anticiper avant de démissionner, tu peux anticiper pendant ton préavis, et avoir un peu d'argent de côté. Le but, c'est que si tu n'as pas d'intercontrat entre ton CDI et ton premier job de freelance, imaginons que tu as une mission de 1 an à 400 euros au jour, tu fais 200 jours dans l'année, tu vas sortir 80 000 euros sur ton auto-entreprise, t'es pile au plafond. Ta première année, tu as droit à l'acre, tu peux te payer presque 50, 60 000. Donc normalement, c'est beaucoup plus que ce que tu devais gagner avant. Donc en réalité, tu peux mettre de l'argent de côté et avoir 6 mois de visibilité en termes d'argent. Donc juste ne flambe pas au départ. Continue de te payer, si tu es une auto-entreprise, tu ne te payes pas vraiment, mais continue de te payer ce que tu gagnais quand tu étais en CDI, et pas plus au départ. Et comme ça, au moins, tu as une grosse assurance qui devrait se faire rapidement. Est-ce que le bouche à oreille suffit pour vivre en freelance? Oui, oui, oui. Regarde les experts, les mecs qui ont 30 ans d'expérience, qui sont bien positionnés sur un marché, qui sont reconnus comme experts dans leur ville, dans leur pays, euh, ils n'ont pas besoin de faire du marketing. En gros, ils se font recommander de gens, et puis on les appelle en fait, on va les chercher. Donc oui, évidemment que le bouche à oreille suffit. Donc ensuite, ben, quand tu débutes, c'est ta première mission de freelance, tu as quelques années d'expérience, tu as eu deux trois clients, en effet, le bouche à oreille, il faut le générer. En gros, c'est d'aller chercher les gens, de leur dire ah ben est-ce que tu connais pas quelqu'un? Donc ça va être plus du réseau, mais travailler ton réseau, c'est hyper important. Est-ce que ça vaut le coup d'être freelance en 2025? Je ne répondrai pas à cette question juste par les réponses que j'ai données avant. Euh, pour moi, voilà, j'ai peut-être un biais parce que voilà, mais évidemment, je pense retourner. Bon, ça c'était plus une blague, j'aurais dû l'enlever. Je pense retourner en CDI. Est-ce que c'est grave, docteur? Faut-il encore être sur les plateformes freelance en 2025? Oui, ça coûte pas grand-chose. Il y en a qui le font avec Pilot, d'être sur toutes les plateformes en même temps. Moi, je pense que Malte en plateforme inbound, c'est la plus grosse, et LinkedIn à côté en plateforme inbound et outbound, ça suffit. Mais voilà, il me semble que Malte, c'était 1 million de freelance pour genre 100 000 offres, donc en gros, il y en a 10% qui bossent. Donc, fais une petite optimisation, tu es sûr d'apparaître dans le top 10 avec une bonne optimisation. Et voilà, tu peux avoir des opportunités. Comme je disais, ne sois surtout pas dépendant de l'inbound de Malte. Le jour où ils te mettent en dernier pour une raison X ou Y, parce que tu te fais ban ou quoi, t'es dans la bouisse. Donc non, ne dépends pas uniquement de ça. Voilà, c'est important d'en avoir plusieurs. Comment améliorer son profil LinkedIn pour décrocher plus de rendez-vous? Pareil, ça peut faire l'objet d'une vidéo complète. Déjà, modifie ton URL pour pas avoir Pierre-Olivier Colliou 22410. C'est du SEO, mais on s'en fiche, je modifie ça. Mets ton nom, ton prénom, parce qu'il y en a qui mettent que la première lettre du nom. Mets une photo professionnelle. Moi, ma photo de profil, tu peux aller voir, c'est une photo que j'ai prise, genre là, ici, tu vois, c'est un dressing derrière, fond blanc. Je me suis pris exactement comme ça. Je pourrais faire un screenshot de la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Juste ta tête, tu le mets sur une IA, tu lui fais un joli prompt en lui disant que tu veux une photo professionnelle avec un t-shirt uni, il n'y a pas de logo qui traîne sur le truc, un sourire normal, pas une photo d'identité en mode tête d'enterrement et une bonne lumière. Terminé, ça suffira, tu auras une très bonne photo de profil. La bannière, c'est pareil. La bannière, c'est un espace qui est sous-coté dans le sens où tu as peu de référencement sur une bannière parce que les mots sont pas intégrés, mais c'est la première chose qu'on voit quand on clique sur un profil. Donc, si tu as des belles références, tu as bossé pour la BNP, pour la FDJ, pour Airbus et Renault, bon, ben, évidemment, mets les logos en gros, ça te fait une belle référence. Pareil, les années d'expérience, c'est un truc que tu mets pas forcément dans le titre, que tu peux mettre à cet endroit-là. Le numéro de téléphone, il y en a qui ont peur souvent des brouteurs ou des trucs comme ça. Vu que c'est pas cliquable, dans la bannière, tu peux mettre ton numéro de téléphone aussi à cet endroit-là pour éviter de le mettre dans les coordonnées. Bon, c'est pas du tout une obligation. Euh, du coup, dans l'ordre, j'ai fait tout. Le titre. Titre.
là c'est ton analyse de marché, donc tu mets ton titre, pas de senior, expert, machin, c'est des mots, ça sert à rien ça. Tu mets ton métier, développeur Java, et pas senior développeur Java, ça apporte rien. Développeur Java, tu peux mettre tous les mots-clés qui sont liés au développeur Java. Si tu es expert Spring Boot ou expert sur un cloud, par exemple, tu mets Spring Boot Azure. Tu mets en gros tous les mots-clés qui vont être les codes qui sont utilisés par les recruteurs. Donc ça, tu te fais ton analyse de marché. Si sur toutes les offres Java, il y a Spring Boot, bah, tu le fous sur le titre, quoi, pour que ça apparaisse rapidement. Ta description, tu optimises ta description, orienté résultat, j'ai fait ci, j'ai des X à faire Y, j'ai des Z à faire A, et voilà, orienté résultat, et ensuite tu détailles chaque mission exactement de la même façon. Contexte, équipe, rôle, résultat. Ça, hyper important, tu détailles bien toutes tes expériences. Tu tries tes compétences clés, tu mets les compétences clés en haut par rapport aux mots-clés que tu as travaillé juste avant, tu demandes des recommandations en bas de ton profil, et déjà si tu fais ça, tu seras mieux que 90% des profils. J'ai zéro réseau, est-ce que LinkedIn peut suffire pour signer une mission? Oui, bon, c'est évident que ça peut suffire. Déjà parce que tout ton réseau chaud, il est sur LinkedIn. Il y a 30% des travailleurs actifs qui sont sur LinkedIn. Donc, et dans ça, tu comptes des gens qui sont dans des métiers de main, genre maçon, charpentier, qui sont pas sur LinkedIn. Donc, 30% des actifs qui sont sur LinkedIn, normalement, tu as 100% de tes prospects qui sont sur LinkedIn. Donc oui, ça peut largement suffire. Je suis data scientist, j'aime les maths, mais pas le dev. Je vise quoi? Ça, ce que tu peux faire, c'est une grosse analyse de marché. En gros, tu tapes des mots-clés de maths, des calculs d'algo, de je sais pas, s'il y a des mots-clés liés à ton métier, à ce que t'aimes, à ce que tu veux faire. Je vais essayer de pas trop parler parce que c'est un truc très précis, mais ça marche pour quelqu'un qui fait un autre métier, par exemple, il aime Python et les fleurs. Donc là, c'est j'aime la data et les maths. En gros, va chercher les mots-clés et regarde dans les annonces qui te plaisent, donc maths et data, quels sont les outils qui sont le plus utilisés. Maths, data, par exemple pour la stat, ça va être R. Alors je te conseille pas d'aller là-dessus, mais si et quand tu fais ta recherche, après, si tu vois R partout, par exemple, tu le mets. Maths et data, tu peux avoir, je sais pas, je vais pas m'enfoncer dans un bourbier à donner des exemples, mais regarde les outils Matplotlib, je sais pas si ça fait, si c'est lié à de la maths, mais plutôt de la data viz, ça il me semble. Mais regarde des outils qui sont liés aux offres qui t'intéressent. Et du coup, tu vas te nicher là-dessus, tu vas optimiser ton profil par rapport à ça. Et donc, le jeu vise quoi? Ah non, pardon, j'avais mal lu la question. Je suis data scientist, j'aime les maths, mais pas le dev. Donc là, il faut vraiment filtrer sur le mot maths, et limite, tu peux enlever Python, par exemple. Mais bon, c'est un peu débile, c'est data scientist. Donc si t'aimes pas la partie algorithmie, il faut vraiment essayer de cibler plutôt des maths, de la stat, voire d'autres trucs. Faut analyser le marché, là, je peux pas répondre, mais fais ce que j'ai dit juste avant. En gros, analyse le marché par rapport au sujet qui t'intéresse. On va voir des gens qui font ce qui t'intéresse et regarde leur profil, comment est-ce qu'ils l'ont optimisé. On va leur demander à eux. Comment trouver une niche quand j'ai un profil full stack polyvalent? Au final, dans les réponses que j'ai données avant, j'ai donné des éléments de réponse un petit peu. Euh, Par exemple, ça peut être sur une passion que tu as. Je sais pas, t'es fan j'ai dit des plantes, mais en gros, niche-toi sur du dev full stack dans la bio. Ça peut être un moyen de te nicher. T'es fan de blockchain, niche-toi dans de la blockchain. Voilà, ta passion, ça peut être un truc. Ou alors, ça peut être un secteur d'activité. Tu peux aussi te nicher dans l'automobile. T'es dev full stack. J'ai eu des cas de quelqu'un qui faisait des sites, il voulait faire des sites pour tout le monde. Il avait fait, je lui dis, est-ce que tu as des exemples de sites que tu as réalisés qui sont propres? Il avait fait un trop bon site pour une boulangerie, je lui ai dit, ne fais que des boulangeries, genre niche-toi là-dessus, c'est débile, mais t'as pris un exemple, ça a bien marché, bon va voir toutes les boulangeries de France pour leur proposer un site, quoi. Donc ça peut être un moyen de te nicher aussi, de regarder tes anciennes expériences, où est-ce que t'as de la plus-value. Est-ce que ça vaut le coup de se spécialiser en 2025? Bon, en vrai, je vais pas faire un laïus là-dessus, parce que c'est évident que oui, ça vaut le coup de se spécialiser en 2025. Et parfois d'être généraliste peut être ta spécialité. Euh... Tu préfères recevoir 5 CV bien ciblés ou 30 candidatures génériques? Ok, ça c'est moi qui avais modifié un peu la réponse en me disant, si je me mets dans la tête d'un client, modifie la question, pardon, pas la réponse, je suis fatigué. Donc, on se met dans la tête d'un client.
Qu'est-ce qu'il préfère entre avoir 5 CV ou 30 candidatures génériques? Évidemment qu'il préfère les 5 CV bien ciblés, comme ça il peut faire 5 entretiens et basta, il a gagné. Il en prend un. Alors que les 30 candidatures génériques, il ne peut pas faire 30 entretiens. Donc il va faire un premier filtre via des ATS, des robots qui vont lui en sortir 10. Sur les 10, il en veut que 5, donc lui va les filtrer un peu comme ça, parce qu'il n'y a pas de photo, lui il est pas joli, ou là c'est mal expliqué, donc voilà. Donc maintenant, si tu t'es mis à la place du client et que tu as compris ça, il faut que toi tu fasses exactement ce que veut le client. Donc plutôt que d'aller postuler bêtement sur des trucs où il y a 200 annonces, va chercher des gens où ils vont avoir moins de volume, va chercher des offres qui sont un peu plus off-market. Tu choisis comment? Entre deux freelances qui sont au même tarif. Un, intuition, juste, tu as un bon contact avec l'humain. Et deux, ça va être genre le test technique, ou en gros, un élément sur lequel il y en a un qui a mieux répondu que l'autre. Donc en fait, le prix, souvent, n'est même pas d'ailleurs le premier truc, parce que tu préfères prendre un mec plus compétent, même s'il est un peu plus cher. Donc en gros, comment choisir entre deux freelances? Il peut y avoir 550 000 réponses différentes. Si un freelance te propose... Alors attends. Et si un freelance qui te propose en direct, tu réponds quoi? Ok. À nouveau, on se place dans la tête du client. Euh, il a un freelance qui est data scientist, qui passe par Atos et qui lui propose de passer en direct. Ça peut le braquer parce qu'il a une bonne relation avec Atos, ou parce que il va devoir faire un effort auprès des acheteurs pour aller référencer et tout, ça ne l'intéresse pas du tout de faire ça. Donc, le but, le conseil qu'on donne aux freelances, c'est d'essayer de mettre des petites pièces pour attendre que ce soit ton client qui te le propose. Ah, mais pourquoi tu passerais pas en direct? Et là, tu as gagné. Mais ça peut être juste de poser des questions sur le TGM, enfin, de te renseigner un petit peu sur le TGM, si tu sais quelle marge ils font, de parler de cette marge-là, ou de dire ouais, ils m'ont encore invité à un afterwork pourri, ça m'intéresse pas. Donc, sans trop dénigrer non plus, parce que tu sais pas la relation qu'ils ont avec ton ESN, c'est en gros d'essayer de mettre des pièces sur le fait que, en gros, toi, tu as la sensation que ton client, c'est le plus important, et qu'en fait, ton ESN, qui est ton employeur, enfin, c'est la personne qui te fait le contrat, qui est ton client officiel, tu t'en fiches. Parce que ce qui t'intéresse, c'est le mec qui porte le projet, donc le client final. Donc, essaye de faire en sorte que ce soit lui qui te le propose. Parce qu'au moins, tu pourras dire, ah oui, mais ça dépend à quel tarif. Et tu seras en position de force. Euh, Ok, ça me fait sourire. La dernière question, c'était et pourquoi toi, tu n'es pas freelance? Donc en gros, pourquoi est-ce que moi, je me vends pas à une entreprise? Parce que je donne des conseils aux gens pour qu'ils se vendent aux entreprises, mais pourquoi est-ce que du coup, moi, je ne le fais pas? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, là, j'ai suffisamment de personnes à accompagner pour m'occuper sur mon temps plein, que j'ai quitté mon ESN d'ingénieur d'affaires où je gagnais très bien ma vie, aussi pour passer plus de temps avec ma fille. Là aujourd'hui, mes clients ils ont accès à mon emploi de temps, ils prennent rendez-vous quand ils veulent, mais ça me laisse quand même des trous, ça me laisse quand même une certaine liberté pour pouvoir avoir mes hobbies, avoir ma fille. Et donc pourquoi est-ce que je me vends pas en freelance? Parce que aujourd'hui j'ai un train de vie qui me convient très bien et j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres rémunérations ou d'aller chercher un temps plein qui va me prendre beaucoup plus de temps que le fait d'accompagner des freelances. Et aujourd'hui, ma position me convient très bien. J'adore ce que je fais. Je donne des conseils qui sont pertinents dans le sens où je le vois, j'ai des résultats. Les clients, ils sont contents, j'ai des bons retours, ils arrivent à trouver des missions. Là, je vais être très transparent sur l'été, ça a été un peu compliqué. Le mois d'août, j'ai une personne qui a démarré, c'est tout. J'ai encore plusieurs personnes du coup qui sont toujours en recherche et qui auraient aimé trouver sur l'été. Ça a été un peu plus compliqué que ce que ça a pu être les autres années. Donc là, le mois de septembre, de la rentrée va être décisif, il va y avoir beaucoup d'opportunités, ça c'est une certitude. Et j'ai un peu divagué, mais pourquoi est-ce que moi du coup je suis pas freelance? Parce que je suis dans une position actuellement où j'aide les freelances à trouver des clients et ça me va super bien parce que je suis au service de ces personnes-là et ils me le rendent bien plutôt que d'être intermédiaire comme avant où en gros ils avaient qu'une envie, c'était de m'évincer pour aller en direct, c'était la question d'avant, pour aller en direct avec les clients. Donc là je suis à leur service. Pourquoi est-ce que je ne vais pas chercher un client final genre Airbus? Parce que je n'en ai absolument pas besoin. Donc, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Il y en a certaines que j'ai pu enlever. Si tu m'as posé, si tu m'as donné dans le sondage si tu m'as mis des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à me le redire en commentaire. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre? Si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc j'ai plusieurs offres. Une offre avec l'accès total à ma formation. Plus je vais faire des lives dessus, plus je donne accès à tous mes outils, l'IA pour prospecter dont j'ai parlé, etc. C'est mon lien School, tu retrouveras le lien dans la description. Je vais lancer un bootcamp
Du coup, là, à partir du mois de septembre, format où en gros, à la place de faire de l'accompagnement personnalisé, j'appelle ça bootcamp parce qu'il y en a plein qui appellent ça bootcamp, mais en gros, à la place de faire de l'accompagnement personnalisé pour une personne, on va faire des travaux de groupe pour savoir comment faire ton positionnement, travailler ensemble pour atteindre cet objectif-là. Et j'ai bien évidemment mon accompagnement personnalisé sur lequel je passe du temps avec toi en direct, avec une garantie de résultat. Et donc là, c'est un premier échange de 30 minutes qui est évidemment gratuit pour qualifier ton profil, ton objectif et voir si tu peux rentrer dans l'accompagnement et si je peux t'apporter ma garantie. Et évidemment pour confirmer que tu es intéressé pour travailler avec moi. Si vous avez d'autres questions, du coup, vous les posez en commentaire évidemment et je vous dis à bientôt.